Donald Trump estime que Vladimir Poutine est devenu fou et en parallèle, l'Allemagne vient d'annoncer que tous les missiles fournis à l'Ukraine pouvaient désormais cibler librement le territoire de la Russie. Il se passe beaucoup de choses, c'est donc indispensable aujourd'hui de faire un petit point sur la situation. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de nos actualités du jour, sans la caméra cette semaine. Alors l'annonce a été faite ce lundi, les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine ne vont désormais plus fixer de restrictions quant à l'utilisation des armes qu'ils fournissent à l'Ukraine. C'est ce qu'indique en tout cas le chancelier et chef du gouvernement allemand Friedrich Merz, même si l'annonce au moment où j'enregistre n'a pas encore été confirmée par les autres pays. Autrement dit, il faudra donc s'assurer qu'il n'a pas trop pris la confiance en faisant une annonce solo sans confirmer avec les autres. Mais si c'est le cas, c'est une décision assez majeure puisque jusqu'ici, les alliés de l'Ukraine refusaient d'autoriser l'Ukraine à tirer directement sur le territoire russe avec des missiles longue portée qu'ils lui fournissaient. L'objectif affiché à l'époque, c'était d'éviter de créer une escalade et des tensions avec la Russie. Mais Zelensky réclamait de pouvoir utiliser ces missiles longue portée sur le territoire russe. Et c'est donc ce qu'a fait ce vendredi le chancelier allemand. Alors pour nuancer tout de même, l'Ukraine a déjà eu l'autorisation d'utiliser certains types de missiles directement contre des cibles situées en Russie, mais ça restait limité à quelques cas qui étaient très précis. Alors les conséquences directes, vous l'imaginez, l'Ukraine va pouvoir frapper des cibles plus loin de l'autre côté de la frontière ukrainienne et directement sur le territoire de la Russie. Les cibles sont variées, ça peut être des bases logistiques, des dépôts de munitions ou plus globalement des sites de commandement russes qui servent à organiser les attaques contre l'Ukraine. Par ailleurs, en plus de cette annonce, lors de sa déclaration, le chancelier allemand a également souligné que désormais, il ne détaillerait plus les armes que l'Allemagne envoie à l'Ukraine. L'objectif affiché, c'est de permettre une forme d'ambiguïté stratégique. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'ambiguïté stratégique? On en parle assez souvent sur la chaîne, mais en gros, c'est l'objectif d'être moins précis sur les capacités des forces ukrainiennes, dans l'objectif de donner peu d'informations à la Russie et de tenter en tout cas de mettre la Russie en difficulté puisqu'elle ne sait pas exactement jusqu'où l'Ukraine pourrait riposter. Bon, mais même s'ils mettent en place cette ambiguïté stratégique, on sait quand même que certaines livraisons d'armes pourraient arriver, notamment on peut penser au Taurus allemand. C'est un important missile d'une portée de 500 km. Le chancelier allemand avait déjà déclaré être favorable à la livraison de ce type de missile. Alors attention, cette livraison elle n'est pas encore effective, mais la question est donc de nouveau à l'agenda. Alors sur ce point, et suite à l'annonce de l'Allemagne, de nombreux médias en Russie ont publié des cartes montrant la portée potentielle des différents missiles occidentaux fournis à l'Ukraine et les villes russes qu'ils pouvaient potentiellement atteindre. Alors évidemment, c'est des choses à prendre avec énormément de pincettes ici, ce n'est pas des déclarations ou des volontés qui ont été affichées par Zelensky ou par ses alliés. Mais on peut voir donc que dans les médias d'État russes, c'est un discours qui revient beaucoup. Mais une autre cible potentielle qui en l'occurrence est peut-être plus sérieuse ou plus importante aujourd'hui pour l'armée ukrainienne, ce serait le pont de Crimée qui est désormais un symbole de l'occupation russe. Alors pour rappel, la Crimée c'est donc un territoire ukrainien au sud-est du pays qui a été annexé illégalement par la Russie suite à une intervention militaire en 2014. Alors en 2018, Vladimir Poutine a finalement inauguré ce fameux pont, le pont de Crimée, qui est le plus grand pont d'Europe. Et pourquoi est-ce que c'est un pont qui est essentiel aujourd'hui pour la Russie? Eh bien parce que c'est la seule liaison terrestre directe entre la Russie et entre la Crimée. L'armée ukrainienne a tenté à plusieurs reprises de détruire ce pont de 18 km de long et aujourd'hui, beaucoup estiment que plusieurs missiles Taurus pourraient potentiellement être capables de le faire. Et stratégiquement, pour l'armée ukrainienne, ce serait important puisque ça permettrait tout simplement de compliquer l'envoi de troupes russes directement sur le front. Alors maintenant, vous l'imaginez, on parlait à l'instant des médias russes, mais du côté de la Russie, tout cela a beaucoup fait réagir. Par exemple, Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a déclaré que, je cite, « Si ces décisions ont vraiment eu lieu, elles vont absolument à l'encontre de nos aspirations à entrer dans un règlement politique et qu'il s'agit selon eux d'une décision assez dangereuse. En gros donc, la Russie estime qu'elle veut avancer sur des négociations, sur un cessez-le-feu, etc. et qu'en faisant cela, les Occidentaux seraient en train de poursuivre une escalade militaire. Et on en vient donc à la question importante, pourquoi est-ce que du côté des Occidentaux, on prend cette stratégie et on décide donc d'autoriser tout cela? Bon, déjà, il faut noter que sur le terrain, le conflit, il se poursuit toujours et les frappes russes, les bombardements russes sont de plus en plus intenses. Par exemple, dans la nuit du 23 au 24 mai, près de 250 drones et 14 missiles balistiques russes ont été envoyés sur l'Ukraine. De la même façon, entre le 25 et le 26 mai, l'Ukraine a subi une attaque impliquant un nombre record de 355 drones. Et le premier bilan humain estime qu'au moins 13 personnes ont été tuées dans ces bombardements. Suite à ces attaques, Donald Trump est même allé jusqu'à dire que Vladimir Poutine, je cite, est devenu fou. C'est l'une des premières fois que Donald Trump exprime assez clairement une forme de frustration face à son impossibilité
hésiter à régler le conflit en Ukraine. On en reparle dans quelques instants. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que la défense anti-aérienne de l'Ukraine, qui permet notamment donc de protéger les villes des bombardements russes, commence à montrer certaines limites. Selon les dernières analyses qui ont été menées par différents médias et basées sur les déclarations des responsables ukrainiens, le taux de drones russes d'origine iranienne Shahed détruits ou désorientés dépassait en 2024 les 30%, et aujourd'hui ça tourne davantage autour de 30%. Bref, la Russie s'en sort très bien et beaucoup d'alliés estiment que l'Ukraine doit pouvoir répondre de manière plus efficace et plus dissuasive. Bon, mais surtout en parallèle, les négociations entre l'Ukraine et la Russie peinent vraiment à avancer. Là où Donald Trump souhaitait un cessez-le-feu ou un accord de paix dans les 24 heures, ce qu'il avait promis de faire en arrivant au pouvoir, on l'a vu, ça prend légèrement plus de temps. Depuis mi-février, les États-Unis multiplient les appels à un cessez-le-feu. Ils se sont rapprochés de la Russie et de Vladimir Poutine pour mener pour le moment donc à des résultats assez vains. Et en fait, les positions de l'Ukraine et de la Russie, factuellement, elles s'opposent aujourd'hui sur plusieurs points importants. Premièrement, l'Ukraine demande un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours pour permettre des discussions de paix, là où la Russie part du principe que les négociations doivent se faire simultanément au combat. Mais le point peut-être le plus important, c'est que pour aboutir à un cessez-le-feu, la Russie souhaite contrôler et garder les régions ukrainiennes qu'elle a annexées. On peut penser à Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia ou encore Kherson, ainsi que la Crimée, qui remonte donc à plus tôt en 2014. Le truc, c'est que l'Ukraine aujourd'hui refuse fermement et demande le retrait total des troupes russes du territoire ukrainien, y compris d'ailleurs un départ de la Crimée, là où on sait que, en interne, certains alliés occidentaux estiment que ce sera compliqué pour l'Ukraine de récupérer la Crimée. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ces désaccords, Vladimir Poutine, ces derniers jours, a esquivé certaines discussions. Par exemple, on en avait parlé, il y avait des potentielles discussions en Turquie qui allaient pouvoir être organisées. Volodymyr Zelensky avait affirmé que de son côté, il était prêt à rencontrer personnellement Vladimir Poutine, ce qui n'a finalement pas eu lieu puisque la Russie a envoyé une délégation à sa place. Bon, pour nuancer tout de même tout ça et rester factuel, il y a tout de même eu certaines avancées, par exemple, des échanges de prisonniers de façon assez massive, avec un échange au total de chaque côté ukrainien et côté russe, de près de 1000 personnes et de 1000 détenus politiques. Il faut aussi noter que vendredi, la diplomatie russe avait indiqué travailler sur un document exposant les conditions d'un accord durable pour tenter de régler le conflit, un accord qui devrait être transmis à l'Ukraine une fois l'échange de prisonniers finalisé. Bref, voilà donc pour les derniers éléments, les dernières avancées potentielles de discussion. En tout cas, le chancelier allemand Friedrich Merz estime que, je cite, « Personne ne peut nous reprocher de ne pas avoir épuisé tous les moyens diplomatiques », estimant en parallèle que le président russe perçoit, je cite, « les propositions de négociation comme un signe de faiblesse », d'où donc la volonté de leur côté de maintenir une pression militaire tout en essayant de faire continuer en parallèle les discussions pour un cessez-le-feu. En tout cas, j'ai essayé de résumer le plus factuellement possible la situation pour que vous puissiez y voir plus clair. N'hésitez pas à échanger directement dans les commentaires. On suivra évidemment l'évolution de la situation directement sur notre compte Instagram ou alors directement en newsletter pour avoir des liens aussi pour en savoir plus. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit chaque jour du lundi au vendredi. Je vous mets le lien directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les propositions de loi sur la fin de vie ont été adoptées par les députés ce mardi. Ce vote fait suite à plusieurs mois de débats. Il y a deux volets distincts, un sur l'aide à mourir et l'autre sur les soins palliatifs. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait très long, mais sachez qu'on en a fait un post sur Instagram. Le volet qui faisait le plus débat, c'est celui sur le droit à l'aide à mourir destiné à certains patients souffrant d'une maladie grave. À l'heure actuelle, il faut savoir que la loi en France propose seulement une sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui consiste à endormir le patient définitivement jusqu'à ce qu'il meure pour lui éviter de ressentir la douleur. L'idée avec cette nouvelle loi, c'est donc de permettre, dans certaines conditions très encadrées, à une personne qui est gravement malade et dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, de demander une aide à mourir. Le patient pourra recevoir une substance létale qui pourrait s'administrer lui-même ou administrée par un soignant. Encore une fois, je rentre pas dans les détails parce que c'est très long, mais je vous mets des liens en description et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant que la proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, elle doit passer par le Sénat, on suivra tout ça. Deuxième actu, le Premier ministre François Bayrou va présenter d'ici mi-juillet un plan prévu sur 3-4 ans de retour à l'équilibre des finances publiques qui va, je cite, demander un effort à tous les Français. Le contexte, c'est que le gouvernement cherche à faire une économie d'environ 40 milliards d'euros pour le budget de 2026, alors que la France est en situation de surendettement selon François Bayrou. Le Premier ministre s'est dit favorable à la mise en place d'une TVA sociale. En gros, ce serait une diminution des cotisations liées au travail compensée par une augmentation de la TVA, un impôt qui se paye sur quasiment tous les produits. Elle avait été mise en place en 2012 par Nicolas Sarkozy lors de son mandat, mais abrogée quelques mois avant sa mise en application à l'arrivée de François Hollande à l'Élysée. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a réagi, affirmant que ce retour potentiel de la TVA
minima sociale était totalement inacceptable et scandaleux. En fait, une augmentation de la TVA peut avoir tendance à peser plus lourdement sur les foyers modestes car le montant est le même pour tout le monde et n'est donc pas adapté en fonction des revenus. Troisième actu, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire en France, a annoncé la suspension ce mardi du mouvement de contestation des agriculteurs. Les tracteurs rentrent à la ferme, a-t-il annoncé, alors qu'ils avaient prévu des mobilisations ce mardi et ce mercredi. En fait, cette suspension, elle fait suite au rejet par les députés de la loi Duplon, dont je vous parlais hier, et qui vise à lever les contraintes qui pèsent actuellement sur les agriculteurs. Concrètement, le camp qui est favorable au texte, donc le bloc présidentiel et la droite, ont fait voter une motion de rejet sur le texte qui a été approuvée. La raison, c'est que les députés de gauche, majoritairement écologistes et LFI, avaient déposé plus de 3500 amendements, donc des modifications du texte, qui auraient impliqué des centaines d'heures de débat avant un vote. Désormais, ce que ça veut dire, c'est que le texte va passer en commission mixte paritaire, un groupe qui a pour but de faire s'entendre le Sénat, qui a déjà validé le texte, et l'Assemblée nationale. Ensuite, une fois qu'un accord aura été trouvé, le texte reviendra à l'Assemblée nationale pour un vote, sans possibilité d'ajouter des amendements. Étant donné que la commission mixte paritaire se compose à moitié de sénateurs en majorité à droite, il est fort probable que le texte revienne favorable à ce camp-là. En réaction, la France Insoumise a accusé la Macronie, je cite, d'avoir inventé le 49.3 des députés. De son côté, la FNSEA prévoit de rester vigilante pour la suite de l'étude du texte, laissant suggérer de potentielles reprises du mouvement en fonction du résultat de cette commission. Quatrième actu, ce lundi soir, les dirigeants du Parti communiste, Fabien Roussel, des écologistes Marine Tondelier et du Parti socialiste Olivier Faure se sont réunis lors d'un rassemblement à Paris pour dénoncer le génocide commis à Gaza par Israël. Pour Olivier Faure, je cite, les membres du gouvernement israélien multiplient les déclarations dans le sens d'un génocide à Gaza avec une politique hélas pensée, planifiée et même revendiquée. Fabien Roussel de son côté a appelé Emmanuel Macron à se rendre aux portes de Gaza comme il a su le faire à Kiev en Ukraine. La France Insoumise, elle, n'était pas conviée à ce rassemblement. Il y a 2 semaines, lors de son interview sur TF1, Emmanuel Macron a indiqué qu'il estimait que, je cite, ce n'est pas à un responsable politique d'employer le terme de génocide, mais aux historiens, indiquant tout de même que ce que fait le gouvernement de Benyamin Netanyahou est inacceptable. Cinquième actu, le premier pic de forte chaleur de l'année va avoir lieu à la fin de cette semaine pour le pont de l'Ascension, selon Météo France. Il devrait faire plus de 30 degrés dans certaines zones, notamment au sud de la France, avec des pics allant jusqu'à 36 degrés. En climatologie, on parle de chaleur quand la température atteint 25 degrés et de forte chaleur quand elle monte au-dessus de 30. Habituellement, les premières fortes chaleurs ont lieu début juin, mais ces périodes arrivent de plus en plus tôt dans l'année à cause du changement climatique. À noter que Météo France a anticipé un été plus chaud que la normale dans l'Hexagone. Et enfin, dernière actu, la journaliste Anne-Sophie Lapix quittera la présentation du journal de 20h de France 2 mi-juillet. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la direction de France Télévisions. Elle était à la tête du JT de France 2 depuis 2017. Pour justifier ce départ, la direction du groupe a déclaré souhaiter, je cite, pouvoir compter à la rentrée sur le talent d'Anne-Sophie Lapix et travailler avec elle sur de nouveaux projets au sein de France Télévisions. Mais selon une source anonyme citée par Le Parisien, le style d'interview franc et direct de la présentatrice pourrait être l'une des causes de son départ. Visiblement, beaucoup de politiques ne veulent plus venir chez Lapix, je cite. Alors on ne connaît pas encore le nom du ou de la journaliste qui lui succédera, mais on suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref, et voilà donc pour l'actualité du jour. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou autres, à les mettre directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.